Vous imaginez qu'on va partir de ça, cette minuscule graine, même pas 1/100 de gramme, sauf que là-dedans il y a une énergie de dingue, et avec un petit peu de minéraux, d'humidité, de chaleur, de lumière, on va transformer ça en une dizaine de kilos de récolte de tomates. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus magique sur Terre que ça? On va voir ensemble aujourd'hui comment faire germer au mieux une graine de tomate, comment réussir ses semis, comment emmener au mieux cette culture jusqu'à sa pleine expression, jusqu'à en prendre plein les papilles, plein les yeux, parce que croyez-moi, une tomate du potager, c'est une toute autre histoire qu'une tomate du commerce. Partir de la graine, ça vous permet d'avoir accès à des variétés introuvables sous forme de plants. Vous avez plus de 1000 variétés à travers le monde. Le catalogue des variétés de tomates, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est une diversité sans fin au potager. Il est important quand même dans le marché des graines de distinguer deux grandes catégories. Les graines F1, ce sont des graines hybridées. Elles ont pour but de donner des tomates très uniformes, très homogènes, très solides, qui vont pouvoir résister au transport, résister au frigo. Elles sont surtout importantes dans l'agro-industrie, dans les productions de masse. Elles vont pouvoir garantir une productivité. Est-ce que ce sont ces critères qu'on va rechercher nous dans notre potager familial? Je vous avoue que moi, pas du tout. Ce que je cherche avant tout, c'est le goût. Et pour trouver du goût, on va se pencher sur la deuxième catégorie, les graines non F1. Ce sont des graines qui, elles, ne sont pas éphémères, qui sont stables, qui sont de lignée pure. On les appelle aussi des variétés paysannes, des variétés anciennes. Ce sont des graines qui vont vous donner des tomates peut-être moins uniformes, peut-être moins solides, mais qui vont vous donner des tomates avec un goût extraordinaire, avec une productivité qui va très nettement concurrencer les non F1. Et surtout, vous pourrez garder les graines de vos tomates pour les ressemer l'année suivante. Vous avez de très nombreux sites sur internet qui proposent de très belles variétés de graines anciennes. Je vous en affiche quelques-uns. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que les années passent et les prix augmentent chaque année. Les quantités dans les sachets baissent chaque année et ça devient vraiment un vrai budget chaque année que d'acheter ces graines. Moi, ça ne fait que m'inciter à faire mes propres graines. C'est l'avantage d'ailleurs de ces variétés anciennes, c'est qu'elles sont reproductibles, donc autant essayer de récupérer les graines chaque année et de les ressemer les années suivantes pour arriver à avoir un budget le plus petit possible pour ces graines. Réussir son semis de tomates, c'est très facile. Et à la fois, ça peut devenir très compliqué si on ne respecte pas les facteurs clés de succès pour bien réussir son semis. La première année, même les premières années, j'ai fait des tas d'erreurs et j'avais des semis. C'était une véritable catastrophe. Ça a tout fini à la poubelle. Depuis, j'ai réussi à forger une expérience et je vous partage donc ces facteurs clés de succès pour réussir vos semis de tomates. Pour qu'un plant arrive mature à la mi-mai, il faut compter à peu près 6 semaines, donc rétropédalage, ça vous fait une date de semis vers la fin mars. Je sais que les plus impatients commencent début mars, voire même mi-février. Ici, au potager d'Olivier, je l'ai mis sur le calendrier, sur la dernière vidéo, je commence les semis de tomates entre le 20 et le 30 mars avec des conditions idéales. Ça suffit largement pour avoir des beaux plants à planter en extérieur à partir de la mi-mai. Je vous conseille fortement un terreau à semis. Vous n'aurez pas de grosses aspérités dedans, de gros morceaux de bois qui pourront nuire à la germination de vos minuscules graines. Vous pouvez très bien prendre la terre de votre potager. Après, vous avez un plus grand risque d'avoir des herbes indésirables qui poussent. Et ça, c'est toujours assez dérangeant quand on fait un semis. On aime bien vraiment avoir un terreau très sain, exempt de toute autre graine. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un terreau à semis ou qu'un terreau du potager que vous trouverez dans le commerce. Si vous faites vos semis en intérieur, vous devriez ne pas avoir de soucis. Votre maison est chauffée, donc la pièce va être chauffée. Si vous faites vos semis sur une pièce extérieure et notamment dans une serre, c'est ce que je fais dans mon potager. Pour pallier aux températures froides, je chauffe ma serre pendant 2 mois, de mi-mars jusqu'à mi-mai. J'utilise un chauffage de serre ventilé, 2000 watts. Là aussi, c'est un petit budget. J'en ai pour 20-30 € quand même de chauffage sur la saison, sur ces 2 mois. Et avec ce chauffage, j'y ajoute un thermostat que je règle à la température désirée. Dans l'idéal, il faudrait que ce thermostat soit sur 18-20 degrés, mais ça me ferait un budget de chauffage trop élevé. Je le règle sur 7-8 degrés. De ce fait, la nuit, sitôt qu'il fait 7 degrés, 8 degrés, le thermostat se déclenche et je n'ai jamais une température qui descend sous les 7-8 degrés. C'est pas idyllique, ça suffit pour générer des conditions tout de même très correctes pour nos semis de tomates. Ça fait des années que je fais ça et chaque année, ça se passe
très bien. Vous pouvez très bien prendre des petites serres qu'il existe, on en voit partout dans le commerce, mais dans ce cas-là, il vous faudra les rentrer chaque nuit parce que si jamais vous l'oubliez à l'extérieur, si jamais il se met à faire 0 degré, vous avez tous vos semis qui vont mourir très rapidement. Dans l'idéal, là aussi, ce sera une véranda et encore mieux une serre où vous avez la lumière qui rentre de tous les côtés et vous avez des conditions optimales. L'eau, c'est la vie. Sans eau, on meurt et sans eau, votre semis mourra très rapidement s'il n'en a pas. Il vous faut beaucoup humidifier votre terreau avant le semis pour lui donner une bonne réserve d'humidité. Et par la suite, si vous avez du soleil comme aujourd'hui, si vous avez de la chaleur dans votre serre les journées de mars, avril, il faudra humidifier votre terreau. Il faut qu'il reste tout le temps vraiment sombre, humide à sa surface. Moi, j'utilise un pulvérisateur. Dans les premiers jours, comme ça, je ne dérange pas les graines. Et puis, sitôt que les plants font 10-15 cm, je passe avec un petit arrosoir à bec pour arroser entre les plants et ça se passe très bien. Avec des bacs à poissons, il y a plusieurs avantages. Déjà, c'est léger. Vous avez des trous sur le côté, ce qui fait qu'un excès d'humidité peut partir. Bien sûr, vous pouvez utiliser tout autre bac, godet, cagette en plastique, du moment qu'il y a quand même des trous au fond pour laisser passer un excès d'humidité. Mais tout bac fera très bien l'affaire. Vous vous retrouvez 15 jours après, 20 jours après, avec des jolis plants, bien trapus, bien costauds. Ils ont fait leurs 2 petites premières feuilles qu'on appelle des cotylédons. Ce ne sont pas d'ailleurs des vraies feuilles. Et par la suite arrivent les 2 vraies premières feuilles. Et là, il va être temps de penser au repiquage de vos plants. C'est une opération qui consiste à les déterrer pour les transférer dans des godets individuels. On va les enterrer jusqu'au ras des feuilles, ça va les renforcer et surtout ça va leur faire générer de nouvelles racines tout le long de la tige qu'on aura enterrée. Vous gardez les plants les plus robustes, vous les repiquez dans des godets individuels, vous les enterrez bien jusqu'à ras des feuilles. Ils vont un petit peu faire la tête le premier jour, les 2 premiers jours, mais très rapidement, ils vont repartir de plus belle. Pendant un mois, il vous faudra être aux petits soins. Moi, j'appelle ma serre à semis la maternité, tellement on a l'impression d'être le parent qui veille sur ses enfants. Il faut être là tous les jours, veiller si le terreau n'est pas trop sec, n'est pas trop humide, ouvrir la serre s'il fait trop chaud, la fermer s'il fait trop froid. C'est une attention quotidienne et à la fois je m'en régale parce que je trouve ça très responsabilisant, très existant. On se donne vraiment une valeur supplémentaire de faire nos semis. C'est vraiment une sensation un peu comme celle qu'on retrouve au potager, mais c'est toujours une saison particulière que celle des semis et tous les potagistes qui me regardent savent de quoi je veux parler. Prenez le temps de bien enterrer votre plant. Là aussi, toute la partie enterrée de la tige va émettre des nouvelles racines. Votre plant n'en sera que plus fort, plus costaud, plus solide et vos récoltes encore plus abondantes. La tomate fait partie de la famille des légumes qu'on appelle les solanacées. C'est une famille très gourmande en minéraux, très gourmande de richesses. Alors, sur un potager sur sol vivant, normalement, il n'y a pas de souci. On a un sol qui sera très fertile, qui sera rempli de minéraux, rempli de vie. Et les plants iront chercher de quoi se nourrir. Ce n'est pas toujours le cas, vous pouvez avoir un sol un peu moins fertile. N'hésitez pas à rajouter du compost, du fumier, à rajouter de l'amendement organique riche. Votre culture ne va faire que s'en régaler. Il n'y aura jamais trop à manger pour un plant de tomates. Si jamais vous n'avez pas la chance, comme moi, d'être à côté d'un centre équestre où je vais chercher du fumier, si vous n'avez pas la chance d'avoir une remorque, vous avez des amendements organiques, naturels, bio dans le commerce qui sont des formidables matières organiques qui vont à la fois nourrir votre sol, nourrir vos plants. Avec un sac ou 2, vous avez de quoi amender tout votre potager. Mais ne vous privez peut-être pas de cette ressource parce que vraiment le plant de tomates est gourmand. Et si vous ne nourrissez pas votre sol durant toute une année, vous risquez d'être déçu sur l'abondance de vos récoltes. Il n'y a pas de mystère, si on ne donne pas au sol, le sol ne va pas donner grand-chose aux plants de légumes.
Au potager, j'utilise des roseaux depuis de très nombreuses années. La problématique à bonne cause, on va dire que j'ai, c'est que les plants sont tellement vigoureux qu'ils arrivent tous à 2 mètres de hauteur et arriver en haut du tipi, ça commence à faire un joyeux bazar. Je vais essayer cette année de vraiment faire des supports individuels pour chacun des plants, en les reliant peut-être 4 par 4, mais en donnant plus de place à chacun des plants. Bien sûr, vous avez 1 milliard d'autres solutions pour tutorer vos tomates, que ce soit des tiges en métal, en fer, des roseaux, des branchages. À vous de trouver la meilleure solution là aussi qui vous convient dans votre potager. Au potager ici, je taille la majorité de mes plants. Je vous explique rapidement pourquoi, parce que j'aime bien les mener en hauteur, j'aime bien qu'ils soient oxygénés. Ça me facilite aussi la récolte, je trouve que c'est plus esthétique, mais c'est surtout avant tout une histoire de ressenti. Je préfère tailler les plants de tomates. Je leur explique d'ailleurs que je vais les mener pour leur croissance au mieux sur un tuteur. Parfois, je les taille en laissant quand même 2 tiges principales, donc on est déjà entre la taille et la non-taille. Mais dans l'ensemble, quand même, j'évite ces plants trop buissonnants. Regardez à côté de ça l'autre exemple. Il y a 2 ans, j'étais allé visiter le potager de Manu, qui est pas loin du mien. Il ne taille rien du tout de ces plants. C'est une véritable forêt vierge de tomates et il se régale avec ça. Comme il le dit lui-même, c'est nature. Votre plant n'a pas de cicatrices. Il est très buissonnant. Vous avez plus de fruits qui seront peut-être moins gros et encore. Il préfère cette façon de faire. C'est peut-être là aussi moins évident à tutorer, il faut mettre des ficelles un peu partout pour maintenir le plant. Si vous choisissez de tailler vos plants de tomates, il faudra enlever ce qu'on appelle les gourmands. Ce sont des pousses latérales qui partent de la tige principale. Vous en voyez un là de façon assez précise. Ce sont ces gourmands que vous devez supprimer. C'est d'ailleurs un des inconvénients de tailler vos plants, c'est qu'il faut du temps, tous les jours, tous les 2 jours, passer sur l'ensemble de ces plants pour supprimer les gourmands un par un. Si vous en laissez un, vous verrez qu'il va commencer à faire une seconde tige. Si vous en laissez 4, 5, vous aurez ainsi un buisson. Parfois, j'en laisse un seul, ce qui me permet de générer une 2e tige principale. Et j'ai mes plants de tomates qui se développent sur 2 tiges principales. Ça marche assez bien, voire même très bien au potager. Je vous laisse imaginer qu'ici dans le sud, quand il fait 30 degrés jour après jour, quand il n'y a pas la moindre pluie, pour peu que vous ayez la mauvaise idée d'avoir un sol non paillé, il vous faudra arroser conséquemment tous les jours. Au contraire, si vous êtes dans une région où il fait plutôt 25 degrés, vous avez un sol paillé, vous avez un soleil un peu moins généreux, vous avez une pluie de temps en temps et vous n'arroserez pas quasiment de tout l'été. Vous voyez qu'on peut passer de 0 à 3 à 4 litres par jour. Une vérité quand même se dégage, il vaut mieux arroser de façon conséquente et espacée plutôt qu'un petit peu tous les jours. Pourquoi? Parce que vous allez forcer votre plant à faire des racines, à aller chercher l'humidité en profondeur et ça c'est toujours quelque chose d'intéressant. Alors que si vous fournissez de l'eau constamment sous perfusion, les racines de votre plant vont rester en surface et sitôt qu'il y aura un manque d'humidité, le plant va s'affaiblir. Quoi qu'il en soit, j'ai une vraie philosophie au potager, c'est de ne jamais contraindre mes plants en eau. C'est la première fertilité du potager, c'est la première ressource vitale pour nos plants de légumes. C'est exactement comme nous. Essayez de vous passer d'eau pendant 2, 3, 4 jours et vous serez vite en danger de mort. C'est pareil pour nos légumes, il n'y a pas de mystère. Je sais qu'il y a écho de graines miracles, mais honnêtement, il n'y a pas de mystère dans les légumes. Il faut de l'eau pour vos plants de légumes. La préserver au maximum, de développer un sol vivant qui capte la moindre pluie, de développer un paillage qui va préserver l'humidité et j'espère ainsi dans l'idéal même avec une canicule n'arroser qu'une fois toutes les semaines voire même peut-être espérons tous les 10 jours. Donc, je vous le répète, ça passe vraiment par un paillage conséquent et par un sol vivant capable d'intégrer, de spongier la moindre goutte d'eau. Dans le sud, on a des conditions assez idéales pour cette culture, il fait chaud, on a peu d'humidité la nuit, c'est parfait. Si vous êtes ailleurs en France, il y a beaucoup de climats qui sont sans contrainte aussi pour la culture de tomates. Dans le nord, c'est un petit peu plus difficile. L'idéal sera d'avoir une serre, vous avez des températures plus chaudes le jour, plus chaudes la nuit, vous avez un abri à l'humidité et bien sûr vos tomates seront dans une forme tout autre. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire une dédicace à une chaîne de cœur. Ils sont d'une bienveillance folle et c'est Jaco et Lily. Ce sont les rois de la tomate en France, en tout cas les rois de la tomate sur YouTube. Et quand on parle des variétés anciennes, non F1, qu'on reproche parfois d'être moins performantes que les variétés F1, eh bien allez voir leur chaîne et ils vont vous montrer à quel point ces variétés anciennes sont extraordinaires. Regardez, ils ont une serre et je peux vous dire qu'ils ne sont pas dans le sud de la France, loin de là. La vigueur de leurs plants de tomates, la diversité de leurs variétés, ils en ont je crois des centaines. Pipra.
Pugeline tribuline. Vraiment, si vous pouviez les inonder d'abonnements, de la générosité à l'état brut. Alors merci beaucoup Jaco et Lily pour votre passion et pour votre partage. Moi, de la bienveillance comme ça me fait toujours kiffer. Merci encore. Ici au potager, je les associe beaucoup avec des haricots grimpants. Les haricots, ce sont des légumineuses, ça apporte de l'azote aux tomates. Les tomates servent de support aux haricots grimpants et tout ce petit monde se porte à merveille. Et puis d'une façon générale, je me mets très peu de contraintes sur les associations. Du moment qu'il y a un peu de place, à droite, à gauche, j'associe les cultures au maximum. Du moment qu'on y met de l'amour, de la bonne énergie, il n'y a aucune raison pour que tout ça ne se passe pas bien, bien au contraire. Des bactéries, des champignons, des virus, que ce soit dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans la terre, la culture de tomates pourra très bien tomber malade, comme nous, on peut aussi tomber malade. Et là, chacun aura sa philosophie par rapport au traitement de la maladie. Certains préféreront intervenir, d'autres préféreront rien faire. Je fais plutôt partie de ces gens-là. Donc je ne pulvérise rien, pas quoi que ce soit, ni même de la bouillie bordelaise. Ça dérange pour moi de suite l'écosystème naturel du potager. Dans le nord ou dans des conditions moins propices à la culture de la tomate, essayez par contre de mettre en avant le critère de précocité de la variété. Vous aurez des tomates qui arriveront à maturité en 90 jours plutôt que 120. C'est parfois très important si vous êtes dans une région moins propice. Je vous souhaite de tout cœur d'arriver à transformer ces minuscules graines en récoltes abondantes. Je vous remercie encore et toujours pour votre grande fidélité à la chaîne. Vraiment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!